They believe this image, captured by a security camera, shows an angel hovering over the family's truck last week. Et si l'impossible avait été filmé? De l'apparition surnaturelle du rôdeur de Fresno à la disparition étrange de cet homme capturé par une caméra de sécurité, ces moments défient toute explication. Et que dire de cette personne tenant un appareil futuriste à une époque où une telle technologie n'existait pas? Ces images sont stupéfiantes. Est-ce des coïncidences? Ou des aperçus de quelque chose que nous ne sommes pas censés voir? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons découvrir 15 choses que l'humanité n'était jamais censée voir. Le rôdeur de Fresno, filmé pour la première fois en 2007, est un cryptide différent de tous les autres en raison de son apparence unique et inhabituelle. Décrit comme une créature qui ressemble à une paire de pantalons marchant toute seule, le rôdeur de Fresno est rapidement devenu un sujet de discussion paranormale et une fascination des légendes urbaines. La première observation signalée du rôdeur de Fresno est venue d'un homme nommé José, un résident de Fresno, en Californie, qui a vu la créature sur les images de sa caméra de surveillance tard dans la nuit. Les images, qui montraient deux petites créatures aux jambes blanches et fines se déplaçant dans sa cour, l'ont troublé, le poussant à les partager avec une chaîne de télévision locale, Univision. Cela a mis le rôdeur de Fresno sous les feux de la rampe et a suscité l'intérêt de la communauté paranormale. Mais à quoi ressemble ce rôdeur de Fresno? Le rôdeur est connu pour sa forme minimaliste et surréaliste. Il apparaît comme une petite créature bipède avec de longues jambes et un minuscule haut du corps. Les jambes occupent la majeure partie de sa hauteur, lui donnant une apparence de bâton avec un mouvement presque glissant que beaucoup trouvent effrayant. Sa couleur est généralement décrite comme blanche ou claire, ce qui lui donne un aspect fantomatique dans la nuit. Contrairement aux cryptides traditionnels comme Bigfoot, le rôdeur de Fresno n'a pas de bras distincts ni de grand corps, ce qui ajoute encore à son mystère. Après la diffusion des images, Victor Camacho, un enquêteur paranormal et animateur radio, s'est impliqué. Bien qu'au départ sceptique, l'enquête et l'examen des images par Camacho ont suggéré qu'il ne s'agissait pas d'un canular facile à écarter. Il a présenté les images lors d'une conférence sur les ovnis en 2008, ce qui a déclenché une discussion plus large sur ce que ces créatures pourraient être. Depuis lors, les observations ont été rares et espacées. Notablement, le parc national de Yosemite a signalé une observation similaire en 2011 et d'autres prétendues observations ont eu lieu aussi loin qu'en Pologne en 2017 et au Montana en 2020. Malgré l'intrigue, aucune preuve concrète n'a émergé et les observations sont souvent rejetées comme étant potentiellement des canulars ou des erreurs d'interprétation. Alors que certains croyants affirment que le rôdeur de Fresno pourrait être un être extraterrestre ou paranormal inconnu, les sceptiques pointent du doigt la faible qualité des images et le manque de preuves substantielles. C'était censé être une escapade insouciante pour Lars Joachim Mittank, un Allemand de 28 ans profitant de son premier voyage à l'étranger avec des amis. Alors qu'il profitait du soleil et partageait des histoires, personne n'aurait pu prédire que ces vacances prendraient une tournure dramatique. Le 6 juillet 2014, tout a basculé après une dispute dans un bar local. Ce qui avait commencé comme des vacances amicales s'est transformé en cauchemar lorsque Lars s'est retrouvé impliqué dans une confrontation avec d'autres touristes à propos de loyauté footballistique. Cette nuit-là, Lars est revenu au complexe avec des bleus et des nerfs secoués, affirmant avoir été agressé par des hommes avec qui il s'était disputé plus tôt. Ses amis étaient déconcertés. Ce n'était pas le même compagnon décontracté avec qui ils avaient voyagé quelques jours auparavant. Il avait subi des blessures à la mâchoire et au tympan, ce qui a conduit à une visite chez un médecin qui a déconseillé de prendre l'avion pour rentrer. Bien que ses amis soient désireux de le soutenir, Lars a insisté pour se séparer d'eux et rester seul une nuit de plus. Personne ne savait que cette décision déclencherait une série d'événements menant à sa mystérieuse disparition. Seul dans sa chambre d'hôtel, l'attitude de Lars s'est transformée radicalement. Ce qui avait commencé comme un simple inconfort s'est transformé en une paranoïa incontrôlée. Il a appelé sa mère, chuchotant avec peur qu'il était traqué par des ennemis invisibles. Les images de surveillance de l'hôtel ont capturé Lars marchant nerveusement
jetant des regards par les fenêtres comme s'il s'attendait à un danger à tout moment. Son comportement devenait de plus en plus erratique. Il a quitté l'hôtel à 1 h du matin pour revenir peu après sans explication. La tension était palpable. Quelque chose n'allait profondément pas. Le 8 juillet, le jour où il était censé rentrer chez lui, Lars est arrivé à l'aéroport de Varna, rempli de peur et d'anxiété. Après avoir consulté un médecin de l'aéroport qui a noté sa nervosité et son comportement erratique, Lars a commencé à trembler de manière incontrôlable. Dans un moment de panique pure, il a déclaré qu'il ne voulait pas mourir là et a fui le bureau, laissant derrière lui tous ses effets personnels. Son portefeuille, son téléphone et son passeport gisaient abandonnés comme des vestiges de son ancien moi. Lars s'est enfui du terminal avec une urgence qui suggérait le désespoir. Un homme poussé par la peur, courant vers un destin incertain. Il a escaladé des clôtures et s'est précipité dans une forêt voisine, disparaissant de la vue comme s'il avait été englouti par les ombres mêmes qu'il craignait. Depuis ce jour fatidique de juillet 2014, d'innombrables théories ont émergé sur ce qui s'est passé ensuite, mais malgré des recherches et des enquêtes approfondies, aucune trace de Lars Mittank n'a jamais été trouvée. Numéro 3. Le cratère de gaz de Darvaza, également connu sous le nom de Porte de l'Enfer ou Porte de l'Enfer, est un phénomène naturel extraordinaire dans le désert de Karakoum, au Turkménistan. Ce puits ardent situé près du village de Darvaza est en flammes depuis les années 1980, attirant l'attention en raison de sa lueur étrange et intense, visible à des kilomètres. Le cratère mesure environ 60 à 70 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, avec des centaines de flammes de gaz illuminant la zone environnante. Bien que les origines exactes du cratère soient débattues, beaucoup croient qu'il s'est formé après un accident de forage soviétique en 1971, lorsque des ingénieurs cherchaient du pétrole mais ont accidentellement frappé une poche de gaz naturel. Le sol s'est effondré dans une caverne et pour empêcher la propagation de gaz nocifs, le site a été incendié. Ce qui était censé être une mesure temporaire s'est transformé en un brasier qui dure depuis des décennies. Fait intéressant, certains géologues locaux affirment que le cratère s'est formé plus tôt dans les années 1960 et n'a été incendié que dans les années 1980. Malgré son histoire incertaine, le cratère de gaz de Darvaza est devenu un symbole de la puissance indomptée de la nature et une attraction touristique populaire, bien que le président du Turkménistan ait suggéré de le fermer pour des raisons environnementales. En plus du cratère ardent principal, la zone présente d'autres cratères de gaz à proximité, y compris un cratère de boue et un puits rempli d'eau, où des bulles de gaz peuvent être vues en train de monter. Chaque élément ajoute au paysage surréaliste et extraterrestre de la région. Cette spectaculaire porte vers les profondeurs de la Terre continue de brûler, fascinant les visiteurs et alimentant les légendes d'une véritable porte de l'enfer. Imaginez faire défiler votre fil d'actualité et tomber sur une vidéo qui semble défier la trame même de la réalité. Un extrait de 1928 qui pourtant semble étrangement pertinent aujourd'hui. C'est le scénario qui s'est déroulé lorsqu'une vidéo granuleuse en noir et blanc de la première hollywoodienne du film de Charlie Chaplin, Le Cirque, a captivé l'attention de millions de personnes. Dans cet instant fugace, une femme apparaît à l'écran, sa main près de son visage, ses lèvres bougeant comme si elle était engagée dans une conversation animée. Internet s'est enflammé avec des théories déclenchant des spéculations folles sur le voyage dans le temps et une technologie avancée existant il y a près d'un siècle. Que se passait-il ici? Cela pourrait-il être la preuve que des voyageurs temporels marchent parmi nous? Tout a commencé avec George Clark, un cinéaste curieux d'Irlande du Nord qui est tombé sur cette séquence étrange en explorant les bonus du DVD du cirque. L'excitation de Clark a débordé alors qu'il partageait sa découverte avec des amis, leur montrant l'extrait et demandant leurs interprétations. À sa stupéfaction, tout le monde a conclu à l'unanimité que la femme devait parler sur un téléphone portable. Cette révélation a déclenché une frénésie de spéculation en ligne, où les théories ont fusé sur la manière dont quelqu'un pouvait posséder une telle technologie dans les années folles des années 20. L'idée était à la fois palpitante et absurde. Après tout, qui ne voudrait pas croire que le voyage dans le temps pourrait être possible? Cependant, aussi vite que l'excitation a surgi, le scepticisme a émergé. L'intelligence collective d'Internet s'est mise en marche presque immédiatement, disséquant chaque détail de l'extrait. Les questions ont afflué.
Si elle était vraiment une voyageuse temporelle utilisant un téléphone portable, comment pourrait-elle avoir du réseau en 1928? Pourquoi se serait-elle habillée avec des vêtements d'époque pour exhiber une technologie futuriste lors d'une première de film bondé? Et qu'en est-il d'une explication plus plausible? Peut-être était-elle simplement une personne excentrique, perdue dans ses pensées. Alors que les chercheurs plongeaient plus profondément dans l'histoire et la technologie, ils ont déterré une possibilité intrigante. Et si cette femme ne tenait pas du tout un téléphone portable? Au lieu de cela, ils ont proposé qu'elle pourrait utiliser une aide auditive, connue sous le nom de cornet acoustique, qui avait été introduite juste 4 ans plus tôt par Siemens. Ce petit appareil pouvait facilement tenir dans la paume de la main et expliquerait parfaitement la position de sa main. Peut-être ne parlait-elle à personne, mais essayait simplement de communiquer avec quelqu'un à proximité. Ou peut-être avait-elle juste un moment de réflexion personnelle. En juin 2011, une équipe de chasseurs de trésors, Ocean X, scannait les profondeurs de la mer Baltique lorsqu'un élément inattendu est apparu sur leur sonar. Leur objectif était de localiser une épave perdue depuis longtemps, mais ce qu'ils ont trouvé à la place a déclenché d'innombrables débats. L'image sur leur écran révélait quelque chose de massif, d'environ 200 pieds de diamètre et parfaitement circulaire. Immédiatement, les imaginations se sont emballées. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre reposant là depuis des milliers d'années? À première vue, il est facile de comprendre pourquoi les gens ont été captivés par l'image sonar. La forme non naturelle de l'objet semblait bien trop parfaite pour être une formation naturelle, et bientôt les tabloïds bourdonnaient de théories. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un ovni vieux de 13 000 ans englouti au fond de la mer Baltique, tandis que d'autres faisaient des comparaisons avec le célèbre Faucon Millennium de Star Wars. Avant de tirer des conclusions, prenons un peu de recul et regardons les faits. L'anomalie de la mer Baltique est une image sonar particulière prise par Peter Lindbergh et son équipe Ocean X en 2011 alors qu'ils cherchaient des épaves. L'objet, décrit comme une formation circulaire, a suscité une spéculation généralisée, certaines théories affirmant qu'il pourrait s'agir d'un ovni englouti en raison de sa forme inhabituelle. Cette théorie a gagné en popularité après que les tabloïds britanniques ont publié des articles à ce sujet, alimentant l'idée qu'il était d'origine extraterrestre. Cependant, le consensus scientifique indique que l'anomalie est une formation géologique naturelle. Des échantillons collectés sur le site ont été analysés par Volker Brücher de l'Université de Stockholm, qui les a identifiés comme des roches communes, des granites, des gneiss et des grès, probablement transportés par des glaciers lors de processus post-glaciaires. D'autres géologues, dont Fredrik Klingberg et Martin Jacobson, ont noté que les matériaux trouvés, comme la limonite et la goethite, sont d'origine naturelle. L'image sonar elle-même a été critiquée pour sa faible qualité. Des experts comme Hanuman Singh de l'Institut océanographique de Woods Hole ont souligné que les distorsions dans l'image résultaient probablement d'un instrument sonar mal calibré. Charles Paul, un scientifique de l'Institut de recherche de l'Aquarium de Monterey Bay, a suggéré que l'anomalie est plus susceptible d'être un affleurement rocheux ou même un banc de poissons. Un scepticisme supplémentaire a été jeté sur les motivations d'Ocean X, qui ont annoncé des plans pour offrir des tours en sous-marin aux touristes fortunés sur le site, soulevant des questions sur les incitations financières derrière leurs affirmations. Malgré les efforts de démystification, le mystère continue d'intriguer les passionnés d'OVNI et le grand public. L'anomalie a été largement débattue, les experts s'accordant à dire qu'il s'agit probablement d'une formation naturelle, peut-être un drumlin ou des roches déposées par des glaciers de l'ère glaciaire. Mais sa forme circulaire et la nature mystérieuse de sa découverte continuent de générer de la fascination. Les mystérieux sons semblables à des trompettes entendus à travers le monde au cours de la dernière décennie ont laissé beaucoup de gens perplexes et préoccupés. Ces bruits non naturels, souvent décrits comme provenant du ciel, ont été enregistrés dans divers pays, y compris le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Ukraine et la Biélorussie. Les témoins rapportent un son ressemblant à un instrument à vent en cuivre qui a perturbé des moments calmes et instille de la peur chez les auditeurs. Les théories sur l'origine du son vont des explications géophysiques, comme le frottement des plaques tectoniques, à des idées plus spéculatives comme des extraterrestres, des expériences militaires secrètes comme SHA-RP,
ou même des trompettes apocalyptiques tirées du livre de l'Apocalypse de la Bible. D'autres ont proposé des causes naturelles telles que des changements de pression atmosphérique ou des émissions radio naturelles de la Terre que la NASA confirme exister, mais qui sont généralement inaudibles pour les humains. Malgré de nombreux enregistrements et rapports, aucune explication unique n'a été universellement acceptée. Par exemple, Kimberly Wook du Canada a capturé plusieurs enregistrements et a même exclu les activités de construction ou industrielles locales comme source. Aaron Traylor du Montana a également décrit avoir vécu des cauchemars vivides après avoir entendu le bruit et a mentionné comment le son a perturbé sa promenade avec sa fille et son chien. Les géoscientifiques, comme David Deming, suggèrent que le phénomène pourrait être lié au bourdonnement, un bruit de basse fréquence entendu par un petit pourcentage de personnes dans le monde. Les sismologues ont également indiqué que les tremblements de terre et autres activités sismiques pourraient générer des sons subaudibles qui se manifestent parfois sous forme de bruits étranges. Par un après-midi calme en 1967, le soleil filtrait à travers les arbres imposants du nord de la Californie. Soudain, une silhouette émerge des ombres, marchant gracieusement à travers une clairière. Cet instant fugace a été capturé sur film par Roger Patterson et Bob Gimlin, changeant à jamais la perspective de la cryptozoologie. Le film, connu sous le nom de film Patterson-Gimlin, présente ce que beaucoup croient être une preuve indéniable de Bigfoot, affectueusement surnommé Patty. Alors que la vidéo tournait pendant un peu plus d'une minute, elle a suscité une curiosité et un débat qui font encore rage aujourd'hui. Était-ce simplement un canular astucieux ou révélait-elle une créature insaisissable qui hante notre imagination depuis des générations? La communauté scientifique a largement rejeté le film comme n'étant rien de plus qu'une personne en costume. Cependant, quelques voix restent fermes dans leur croyance que Patty est bien réelle. Jeffrey Meldrum, professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'Université d'État de l'Idaho, plaide avec passion pour son authenticité. Il suggère que de nouvelles découvertes scientifiques ont renforcé la crédibilité du film au fil du temps. Selon Meldrum, la manière dont Patty marche reflète la façon dont nos ancêtres anciens se déplaçaient. Une observation qui donne du poids à l'idée que quelque chose de vraiment remarquable a été capturé sur caméra. Ce que vous voyez sur ce film est exactement comment nous imaginons quelque chose comme un robuste australopithèque, affirme-t-il, suggérant que la science a enfin rattrapé ce mystère ancestral. Le scepticisme plane lourdement sur ces images emblématiques. Darren Naish, un paléozoologiste qui a minutieusement examiné les détails du film, souligne plusieurs incohérences qui alimentent le doute sur son authenticité. Il met en avant l'implication préalable de Patterson dans la monétisation des observations de Bigfoot avant de filmer Patty, suscitant des interrogations sur les motifs potentiels derrière la création d'un contenu aussi sensationnel. De plus, bien qu'il reconnaisse que les mouvements de Patty semblent réalistes et que sa fourrure semble crédible, il avance que tous ces éléments pourraient indiquer un canular exceptionnellement bien conçu, plutôt qu'une preuve authentique. Brian Regal offre une autre couche de perspective dans ce débat. Il croit que les gens projettent souvent leurs désirs sur Patty, voyant ce qu'ils souhaitent croire plutôt qu'une réalité objective. Vous regardez ça et vous voyez ce que vous voulez croire, déclare Regal sans ambages. Avec des débats qui font rage des deux côtés et aucune résolution claire en vue, une chose reste certaine, qu'il soit réel ou fabriqué, le film Patterson-Gimlin continuera d'enflammer les imaginations et d'alimenter les discussions sur l'un des mystères les plus durables de l'humanité, le Bigfoot. Le phénomène des lumières de Phénix s'est produit le 13 mars 1997, lorsque des milliers de personnes en Arizona et au Nevada ont été témoins de lumières mystérieuses dans le ciel. L'événement s'est déroulé sur une étendue de 300 miles et il y a eu deux observations principales. Le premier événement impliquait un ovni en forme de V avec 5 lumières sphériques vues passant au-dessus de l'Arizona. Les témoins ont rapporté que l'objet se déplaçait silencieusement et semblait massif alors qu'il traversait lentement le ciel. Plusieurs personnes ont décrit les lumières comme faisant partie d'un grand vaisseau en forme de carré de charpentier qui planait silencieusement au-dessus de leur tête avant de disparaître. Plus tard, vers 22 heures, une série de lumières brillantes stationnaires est apparue au-dessus de Phoenix, incitant beaucoup à prendre des photos et des vidéos.
bien que beaucoup aient spéculé que les lumières étaient des ovnis. La Garde nationale aérienne a attribué les observations à des avions A-10 Thunderbolt, 2 participant à l'opération Snowbird, un exercice d'entraînement. La première formation de lumière a été identifiée comme des avions, tandis que le second événement impliquait des fusées éclairantes larguées par des avions A-10 au-dessus de la plage de tir Barry Goldwater. Malgré cette explication, l'événement reste l'une des observations d'ovnis les plus largement rapportées de l'histoire. Même Fife Symington, le gouverneur de l'Arizona à l'époque, a plus tard décrit l'incident comme étant d'un autre monde. Les lumières de Phoenix continuent d'alimenter les théories du complot sur les ovnis et les débats sur la question de savoir si l'explication officielle est la vérité complète. Dans les années suivantes, des lumières similaires ont été vues en 2007 et 2008, qui ont également été attribuées à des exercices militaires et à des activités civiles, comme des fusées attachées à des ballons à l'hélium. Le monstre de Montauk était une carcasse mystérieuse qui s'est échouée sur la plage de Montauk, à Long Island, en juillet 2008. Son apparence étrange, presque surnaturelle, a déclenché une spéculation généralisée en ligne et dans les médias, avec beaucoup de débats sur ce que la créature était réellement. À première vue, le monstre de Montauk semblait être un animal hybride bizarre. Les gens ont souligné ce qui ressemblait à un bec crochu et un corps trapu presque dépourvu de poils, menant à des théories folles selon lesquelles il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce ou même d'un canular. Certains pensaient que c'était une tortue de mer sans sa carapace, tandis que d'autres spéculaient que cela pouvait être un raton laveur, un chien ou une expérience exotique qui avait mal tourné. Cependant, après une analyse plus approfondie, il a été conclu que le monstre de Montauk était très probablement un raton laveur décomposé. Le bec que certaines personnes voyaient était en réalité une partie du crâne de l'animal qui s'était exposé en raison de la décomposition, tandis que l'absence de poils était un autre résultat de la submersion de la carcasse dans l'eau pendant un certain temps. Ces changements taphonomiques, le processus par lequel les organismes se décomposent, ont fait apparaître la créature plus extraterrestre qu'elle ne l'était réellement. Le monstre de Montauk a capturé l'imagination du public en raison de la manière dont il mélangeait des éléments du bizarre et de l'inexpliqué avec une explication scientifique du monde réel. Bien qu'il ait été démystifié comme étant un raton laveur, la créature est restée un exemple classique de la façon dont notre fascination pour l'inconnu peut mener à des mystères viraux et même à des théories du complot. Imaginez faire une randonnée à travers une chaîne de montagnes enneigée et isolée avec votre groupe d'amis, excités par l'aventure à venir, lorsque soudain tout prend une tournure bizarre et tragique. C'est exactement ce qui est arrivé en 1959 à un groupe de 9 randonneurs expérimentés dans les montagnes de l'Oural en Russie, connus sous le nom d'incident du col Dyatlov. Les randonneurs ont entrepris leur expédition plein d'optimisme, mais des jours plus tard, les secouristes ont trouvé leur tente déchirée de l'intérieur et leur corps dispersés à travers le col. Et voici où les choses deviennent incroyablement étranges. Des images récupérées, des appareils photos trouvés sur les lieux montraient des images floues et effrayantes des derniers moments du groupe, mais aucune explication définitive de ce qui s'était passé. À ce jour, leur mort reste l'un des plus grands mystères non résolus, capturant l'imagination du monde. Les rapports d'autopsie ont rendu cela encore plus bizarre. Certains corps ont été trouvés avec des blessures internes graves, ressemblant à celles causées par un accident de voiture. Mais il n'y avait aucune blessure externe. Encore plus troublant, des traces de radiation ont été trouvées sur leurs vêtements, et certains des victimes manquaient d'yeux et de langue. Que pouvait-il bien être arrivé à ces gens? Diverses théories ont émergé au fil des ans, allant des avalanches et des tests militaires secrets à des rencontres paranormales et même des observations d'ovnis. Certains experts croient qu'ils ont été terrifiés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir et ont fui leur tente en panique, courant dans la nature gelée avec à peine des vêtements. Les images de caméras qu'ils ont laissées derrière eux nous donnent un aperçu hanté de leurs dernières heures, montrant des moments normaux de rire et de randonnée, mais aussi des images effrayantes qui semblent indiquer qu'ils auraient pu rencontrer quelque chose de sinistre.
Un jeune homme est photographié en train de tomber au sol, mais voici la partie étrange. Des rafales de vent visibles tourbillonnent autour de lui, presque comme si quelque chose d'autre monde l'avait poussé. Était-ce l'homme qui se tenait en face de lui, ou pourrait-il s'agir de quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Puis, en arrière-plan, une figure cryptique est entourée, à peine perceptible au premier coup d'œil, mais sa présence semble troublante. Pourrait-il être la raison derrière la force étrange qui a renversé le jeune homme? Dites-nous dans la section des commentaires. Le satellite Black Knight est une théorie du complot spatial importante et persistante qui affirme qu'un ancien satellite extraterrestre orbite autour de la Terre depuis 13 000 ans. L'histoire mélange plusieurs événements, y compris des affirmations de Nikola Tesla en 1899 qui croyait avoir reçu des signaux extraterrestres, bien que ces signaux étaient probablement des phénomènes naturels. Les théoriciens du complot les ont ensuite liés au prétendu satellite Black Knight. Des rapports d'écho retardés de longue durée dans les années 1920 et 1930, qui sont des signaux radio inexpliqués qui reviennent sur Terre après un délai, ont encore alimenté la théorie. Bien que les scientifiques aient offert des explications rationnelles pour ces échos, certains croient qu'ils étaient causés par le Black Knight réfléchissant les signaux. En 1954, des articles de presse ont ajouté plus de carburant au feu lorsque le chercheur sur les ovnis Donald Kayhoe a affirmé que l'US Air Force avait détecté des objets non identifiés en orbite autour de la Terre avant le lancement de Sputnik en 1957. Le récit a gagné encore plus de traction en 1998 lorsque des astronautes à bord de la navette spatiale Endeavour ont capturé une image d'un objet de forme étrange lors de la mission STS-88. Les passionnés d'OVNI ont rapidement qualifié cette image de preuve du satellite Black Knight, bien que la NASA ait plus tard démystifié cela comme étant un débris spatial, une couverture thermique perdue pendant la mission. Malgré les explications scientifiques, y compris les signaux de Tesla causés par des pulsars, et le Black Knight étant rejeté comme débris. Imaginez une ville reculée située dans l'ouest du Texas où la sphère s'étend à l'infini. Et les étoiles semblent murmurer des secrets. C'est Marfa, un lieu qui a captivé l'imagination pendant plus de 135 ans avec ses lumières énigmatiques scintillant mystérieusement au-dessus du paysage désertique. À la tombée de la nuit et lorsque l'obscurité enveloppe la région, les visiteurs se rassemblent dans l'attente, espérant assister à ces orbes fantomatiques qui dansent à travers le ciel. Que sont-elles? Sont-elles simplement des illusions ou ont-elles une signification plus profonde? L'attrait des lumières de Marfa continue d'attirer des gens de tous les coins du globe, chacun cherchant des réponses à ce phénomène perplexe. En 1883, un jeune vachère nommé Robert Reed Ellison est tombé sur quelque chose d'extraordinaire alors qu'il conduisait du bétail à travers les plaines entourant Marfa. Soudain, il a repéré une lumière scintillant au loin, une vision si étrange qu'elle lui a donné des frissons dans le dos. Cet instant a marqué le début d'innombrables récits de locaux et de voyageurs qui ont rapporté avoir vu des boules de lumière pulsantes dansant le long de l'horizon. Au fil des ans, ces lumières sont devenues des légendes, attirant non seulement des curieux mais aussi des artistes et des cinéastes désireux de capturer leur mystère. Même l'icône hollywoodienne James Dean aurait été enchanté par ces lueurs éthérées pendant le tournage de Géant en 1956. Alors que le crépuscule s'installe sur Marfa, des spectateurs impatients affluent vers des zones d'observation désignées, leurs yeux scrutant le ciel qui s'assombrit pour tout signe de mouvement. Les descriptions de ces lumières varient largement. Certains disent qu'elles ressemblent à des orbes de la taille d'un ballon de basket qui filent et planent de manière imprévisible, tandis que d'autres prétendent les voir scintiller dans des couleurs vibrantes, rouges, bleues, jaunes, toutes défiant l'explication. Malgré de nombreuses théories, allant des ovnis aux apparitions fantomatiques de conquistadors espagnols perdus depuis longtemps ou même des phares de voitures lointains, personne n'a identifié de manière définitive ce qui cause ce spectacle à couper le souffle. Parmi ceux fascinés par cette énigme se trouve James Bunnell, un ingénieur aérospatial retraité de la NASA qui a consacré plus d'une décennie à enquêter sur les lumières de Marfa. Son approche scientifique impliquait d'installer des caméras autour de la zone pour enregistrer leur comportement et leurs mouvements. Mais malgré ses efforts et 4 livres publiés plus tard,
il a admis sa défaite lorsqu'il s'agissait de découvrir une explication claire pour ces orbes insaisissables. Aucun schéma n'a émergé, a-t-il confessé, laissant de nombreuses questions sans réponse et ajoutant du carburant au feu de la spéculation. Alors que la technologie moderne et les enquêtes continuent d'explorer ce mystère, les résidents locaux comme Ori West chérissent les éléments inconnus entourant les lumières fantômes de Marfa. « J'espère qu'ils ne découvriront jamais ce qu'il y a là-dehors », a-t-elle médité avec nostalgie. Les mystères rendent la vie intéressante. C'est ici que commence la légende du Ropen, une créature dont l'existence même semble danser à la frontière de la réalité et du mythe. L'histoire prend racine peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des missionnaires occidentaux ont commencé à parcourir ces zones reculées. Parmi eux se trouvait Dwayne Hodgkinson, un cavalier de l'armée stationné près de Leigh en 1944. Un après-midi fatidique en août, alors qu'il marchait le long d'un sentier forestier, il fut secoué par un bruit soudain de fracas venant des broussailles. Ce qui a émergé ensuite changerait à jamais sa perspective sur la faune. Une créature massive semblable à un oiseau prit son envol devant lui, son envergure estimée à environ 25 pieds. Hodgkinson l'a décrite avec des détails clairs, des plumes gris foncé, un long cou serpentin orné d'une crête distincte et des griffes qui pourraient faire frissonner n'importe qui. Mais ce qui distingue vraiment le Ropen n'est pas seulement sa taille ou son apparence. Il est enveloppé de couches de folklore qui le rendent presque mythique. Connu sous le nom de démon volant, cette bête nocturne possède des ailes de cuir, rappelant celles des chauves-souris, et une longue queue qui se termine par une flange, comme sortie d'un roman de science-fiction. Son bec, rempli de dents qui rendraient fier n'importe quel prédateur, et n'oublions pas son appétit. Les récits suggèrent qu'il se nourrit de chair en décomposition, instillant la peur même parmi les rassemblements funéraires lorsqu'ils font depuis son repère. De manière intrigante, une ancienne carte maritime de 1595 fait allusion à des créatures volantes au-dessus de la Nouvelle-Guinée, des représentations similaires à la rencontre de Hodgkinson. Ces illustrations montrent des êtres avec de longs coups et des ailes nervurées glissant à travers des cieux autrefois considérés comme intouchés par de telles monstruosités. Cela soulève la question: quels autres secrets se cachent sous la surface de notre compréhension? Comme si une espèce ne suffisait pas à alimenter la curiosité, des rapports suggèrent que deux variétés distinctes persistent en Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui. Une plus petite Terrasa est censée habiter des grottes dans l'archipel de Bismarck, un foyer approprié pour des créatures qui semblent attirées par l'obscurité et le mystère. Pendant ce temps, des histoires de l'île voisine de Céram parlent d'êtres énormes, semblables à des chauves-souris appelés hommes-orbes, avec des ailes rappelant le récit troublant de Hodgkinson. Mais attendez, il y a plus. En 2017, le personnel de Genesis Park s'est aventuré dans les jungles du Cambodge à la suite de murmures d'une créature similaire, connue sous le nom de Sat El Law. Bien que les observations soient rares, les locaux la décrivent comme un être serpentin nocturne qui donne des frissons, tout comme son cousin Ropen de l'autre côté de l'océan. Peut-être le plus étonnant est la manière dont les peuples indigènes affirment que ces créatures émettent une lueur bioluminescente, un phénomène si surréaliste que même des biologistes comme Evelyn Cheeseman s'en émerveillaient dans les années 1930. Elle a noté des lumières brillantes voltigeant à travers des jungles trop éloignés pour que les humains les atteignent. Une énigme enveloppée d'intrigues. En octobre 2004, Genesis Park s'est lancé dans une expédition sur l'île de Cassis, armée de curiosité et de scepticisme à parts égales. Ils ont recueilli des témoignages oculaires et documenté minutieusement leurs découvertes. Un dessin composite a émergé, décrivant des caractéristiques similaires à celles d'anciens thérasaures, sauf que cette fois, ils étaient vivants et bien dans la mémoire vivante. Dans le village de Podubravlier, près de Zawidowice, un archéologue est tombé sur une découverte remarquable, une sphère de pierre massive partiellement enfouie dans la terre. Mais que représente vraiment cet objet sphérique? Est-ce une relique d'une civilisation avancée ou simplement un énorme rocher façonné par la main de la nature? L'archéologue Sam Osmanagic est déterminé à percer ce mystère, affirmant que cette sphère pourrait bien être la plus massive boule de pierre d'Europe. Son excitation est tangible,
alors qu'il partage ses découvertes avec le monde. Alors qu'Osmanagic examine soigneusement le site, il note que moins de la moitié de la boule de pierre a été déterrée. Les mesures initiales suggèrent un rayon allant de 1,2 à 1,5 mètres. Les couleurs brun et rouge laissent supposer une forte teneur en fer, le poussant à suspecter une densité considérable, potentiellement proche de celle du fer lui-même. Cela conduit à un calcul préliminaire étonnant. Si ces estimations tiennent, cette pierre colossale pourrait peser plus de 30 tonnes. Avec un tel poids et une telle taille, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur ses origines et son but. Pourrait-elle vraiment être une preuve de civilisations préhistoriques avancées qui ont autrefois prospéré dans le sud de l'Europe, en particulier dans les Balkans? Une fenêtre sur les civilisations anciennes, la perspective d'Osmanagic remet en question les récits conventionnels sur l'histoire humaine. Il postule que cette découverte pourrait fournir des preuves cruciales de sociétés sophistiquées d'une époque depuis longtemps oubliée. Des sociétés qui possédaient des technologies au-delà de notre compréhension actuelle. Les implications sont profondes. Si ces anciens peuples maîtrisaient la connaissance des formes géométriques et leur signification, cela pourrait changer la manière dont nous voyons les capacités de nos ancêtres. La perfection géométrique de la sphère suggère une conception intentionnelle plutôt qu'un simple hasard. Controverse entourant la sphère. Pourtant, au milieu de l'enthousiasme d'Osmanagic, le scepticisme plane lourdement parmi les experts en géologie et en archéologie. Beaucoup de scientifiques appellent à la prudence, arguant que des processus naturels pourraient expliquer la formation de la sphère plutôt que le travail humain. Certains suggèrent qu'elle pourrait être le produit d'une concrétion, un processus géologique naturel où des minéraux se précipitent autour de grains de sédiments, souvent en forme sphérique. D'autres pointent vers l'érosion sphéroïdale comme une explication possible de sa rondeur. Lors de l'émission de radio populaire Coast to Coast AM, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se dérouler. Un homme nommé Mel Waters a décroché le téléphone et a partagé une histoire qui capturerait les imaginations et enflammerait la curiosité à travers la nation. Il affirmait posséder un terrain rural près d'Ellensburg, Washington, où résidait un étrange puits sans fond. Ce n'était pas un trou ordinaire. Il avait des qualités surnaturelles prétendues qui laisseraient les auditeurs remettre en question la réalité elle-même. Alors qu'il décrivait avoir mesuré sa profondeur avec une ligne de pêche pour découvrir qu'elle était insondable après avoir utilisé un Liangren 880 000 pieds, les gens ont commencé à se pencher, captivés par le récit bizarre. Avec chaque nouvelle narration, les affirmations de Waters devenaient encore plus étonnantes. Il parlait du chien mort de son voisin, revenant miraculeusement à la vie après avoir été jeté dans le puits. Une tournure dramatique qui ajoutait des couches d'intrigue à un conte déjà extravagant. Au fil du temps, Mel a fait de multiples apparitions sur Coast to Coast AM, tissant à chaque fois une histoire remplie de merveilles et de craintes qui brouillaient les lignes entre mythe et réalité. Alors que les auditeurs devenaient captivés par cette légende urbaine moderne, ils ont commencé à chercher le trou insaisissable, malgré l'absence d'un emplacement clair fourni. Des rapports de personnes prétendant avoir vu le trou de Mel ont commencé à surgir comme des murmures dans l'obscurité. Pourtant, alors que l'excitation grandissait autour de ce prétendu puits sans fond, le scepticisme a commencé à s'infiltrer. En 2002, Gerald Osborne, un autoproclamé homme médecine intertribal, a conduit un groupe de 30 personnes dans une expédition pour déterrer cet abîme mystérieux. Leurs efforts ont été accueillis par la déception. Le trou restait insaisissable alors qu'il parcourait le paysage sans succès. Les médias locaux sont entrés en action, mais n'ont trouvé aucune trace d'une personne nommée Mel Waters ayant jamais vécu dans le comté de Kittitas. L'absence de preuves jetait une longue ombre sur la légende. La communauté scientifique est intervenue ensuite, offrant des perspectives ancrées dans la géologie plutôt que dans le folklore. Jack Powell, du département d'État des ressources naturelles, a fermement déclaré qu'un trou d'une profondeur aussi prétendue ne pouvait pas exister. Il s'effondrerait sous la pression immense des couches de terre environnantes. Son collègue Pat Pringle a fait écho à ce sentiment, rejetant l'histoire de Waters sur l'abaissement d'une ligne de pêche dans un abîme comme étant invraisemblable.